C'est tout pour aujourd'hui? J'arrive pas à comprendre pourquoi je fais tout le temps ce genre de rêve. Pourtant, je suis pas quelqu'un de téméraire, bien au contraire. J'ai peur de tout. Ce n'est pas grave, croyez-moi. Vaut mieux rêver et parvenir à me le raconter. Beaucoup de mes patients n'arrivent pas à raconter leurs rêves. Vous voyez ça comme un bon signe. On se dit à la semaine prochaine? À bientôt. Merci, Doc. À bientôt. What it made me realize is that there was an intelligence, another kind of intelligence, that was trying to tell a story. Certain tools you use, and those tools become part of a vocabulary that's just as valid as that vocabulary that is used in literature, in our language. Wesh, bien? Ça va super, putain de bordel de merde. Ah, je revis, je suis même allé voir Songbird au cinéma. C'était de la merde, mais j'en ai rien à foutre, c'était tellement bon. Dans la vie, des fois, tu te crois dans un film, sauf que moi, c'est tout le temps. J'aime le cinéma pour tout ce qu'il autorise. Alors si un jour je suis dans un mood de grande histoire d'amour, je me lance Eternal Sunshine of a Spotless Mind, je pleure un bon coup et ça repart. Si j'ai envie de sang, Je bute un mec comme ça dans la rue. Et puis si j'ai envie d'action, je me mate à mon petit Marvel ou un James Bond. Et voilà, c'est réglé, merci, au revoir, fin de vidéo. Attends, c'était pas du tout ça qui était prévu. Les séries télé. Vaste sujet, n'est-ce pas? C'est véritablement au début des années 2000 que les séries télé ont atteint le sommet de leur succès que l'on connaît aujourd'hui grâce à des moyens financiers plus conséquents, des intrigues plus riches, plus actuelles et des performances d'acting souvent époustouflantes. L'impression de voir du cinéma à la maison. Ce n'est donc pas surprenant de voir depuis plusieurs années maintenant des séries au succès monstre rafler beaucoup de récompenses dans les cérémonies. Ça prouve que les séries ont bel et bien été adoptées non seulement par un public aussi bien lambda que plus averti, mais surtout par la critique. La série est donc devenue aujourd'hui un poids lourd de l'industrie cinématographique, si bien que chaque dernière saison deviennent des phénomènes culturels, mais surtout commerciaux. T'as vu que t'as un épisode de Game of Thrones? C'est flingué ton truc là, ça pue la merde. Quoi? C'est éclaté, c'est un gâchis de pognon, laisse tomber. Quoi. Non, là t'es dur, gros. Non. Regarde, les décors sont plus vrais que nature, les acteurs sont monstrueux, même la réalisation elle est top. T'as pas le droit de dire ça. Regarde. T'en penses quoi, toi? Moi? Ouais. Alors moi, rien vu. Nada. Quoi? Que chi. Oh, mais tu regardes quoi, toi? Toi aussi, vous regardez quoi, là? Putain, oui, je suis fan de cinéma. Ça regarde même pas la meilleure série de tous les temps. Tocard. Le point fort des séries télé actuelles, c'est leur capacité à se renouveler constamment et à s'adapter à un public très large. Petit review de ce que la série télé a de meilleur. Ça me donne envie d'en voir ou revoir certaines du coup. On peut également ajouter la surprésence des grands diffuseurs sur les réseaux sociaux. Coucou Netflix, et c'est bang bang. Ça marche, tout le monde kiffe, tout le monde veut Netflix and chill. Pourtant la série est loin d'être une invention récente. C'est plutôt une évolution d'une forme plutôt ancienne qui puise ses origines dans des temps encore plus lointains. À l'époque des romans feuilletons du 19e siècle, mais surtout des serials cinématographiques avec par exemple Les Périls de Pauline, sorti en 1914 et réalisé par Louis Gagné et Donald Mackenzie. C'était donc une sorte de roman feuilleton adapté à l'écran de cinéma, décliné en 20 épisodes. Je vous cite également Les Mystères de New York, sorti la même année, et Captain America. Oui, ce Captain America là, sauf que là c'est sorti en 1944, et c'est de Helmet Clifton et John English. T'as quoi à dire Marvel là, hein? T'as quoi à dire? Wallah, c'est pas moi.
Bon bah, à quitter, tu peux y aller. N'oublions pas non plus les excellents feuilletons radiophoniques, Ciné Furax de Pierre Dac et Francis Blanche en France. Je vous interromps, mais pardon, monsieur Loin. Pour aller de l'autre côté de la place. Revenez sur vos pas, faites demi-tour, c'est juste en face. Ah bon? Et La Guerre des mondes aux US, écrite et avec Orson Welles. Je vous conseille d'aller découvrir tout ça, c'est vraiment fascinant. C'est donc sur ce bel héritage que la série télé commence à pointer le bout de son nez sur nos petits écrans à tube cathodique. Parce que ouais, on n'a pas toujours eu des écrans de télé de bâtard ultra haute définition. Avant une télé, ben c'était ça. Oh putain, c'était quand même bien mieux avant. Hein. Il y avait pas toutes ces merdes qui perdent à tous les jeunes là. D'ailleurs, il est où mon gamin? Michael, putain. Tristan, là! Regarde, il y a un gars qui au tube, il est pas si con pour une fois, regarde. La première série télé de l'histoire est apparue pour la première fois le 11 septembre 1928 dans l'état de New York et s'intitulait The Queen's Messenger. Ici l'histoire importe peu, ce qui est important c'est l'avancée technique. Rendez-vous compte, les moyens techniques étaient très limités à l'époque. Une télé ne pouvait diffuser en effet qu'un seul élément à la fois, un visage, un bras ou alors une main. 3 caméras filmaient en continu les acteurs pendant que le réalisateur, répondant en doudou de Mortimer Stewart, supervisait et ajustait les images. En Californie, à l'opposé du pays, des techniciens et des opérateurs regardent le spectacle sur un téléviseur. L'image n'est pas belle, sature et enchaîne les coupures, mais les opérateurs restent tout de même optimistes. Le New York Times écrit même un article qui disait « Aussi grand qu'ait été le succès du cinéma parlant, il pourrait être défait par la radio-télévision, pour peu que les difficultés techniques soient surmontées. » Et oui, à l'époque, on avait effectivement peur que la télé ne tue le cinéma. Attendez, ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Et voilà, dans 10-15 ans, les Ruquier, les Ardisson, les génies d'aujourd'hui, il y en aura plus du tout. Et tu sais pourquoi? Mais toujours la même raison. À cause de ces jeunes qui jouent aux jeux vidéo toute la journée, là, les Squeezie, là. Ils savent rien faire de leur vidéo et ils parlent. Mais moi, le cinéma, je l'ai dit aussi, c'était beaucoup mieux avant, il n'y avait pas tous ces Netflix, là. Mais ça, dans le lieu, mais c'est pas le cinéma! Alors ok, The Queen's Messenger est une grande expérimentation pleine de promesses, mais comme je vous le disais, l'histoire n'est pas folichonne. Dans les années qui vont suivre, la série télé va connaître de profondes améliorations où l'innovation technique va laisser sa place à des œuvres beaucoup plus ambitieuses. Après la Seconde Guerre mondiale, les chaînes de télé nationales américaines commencent à émettre en continu. Citons par exemple ABC, NBC et CBS pour ce qui est du Canada. Essentiellement, les chaînes diffusent des fictions à épisodes avec 3 grands genres dominants. Avec pour commencer le soap opera qui est aujourd'hui un peu oublié mais qui perdure avec des séries devenues mythiques comme Hospital Center, qui est au passage la série la plus ancienne à être encore produite. This is General Hospital, where every day a modern army fights one more battle in man's never-ending war against human suffering. On a aussi la sitcom, mot mélangeant situation et comédie, très en vogue pendant plus de 40 ans, identifiable avec ses fameux rires en fond. On peut d'ailleurs citer des séries à très grand succès comme par exemple I Love Lucy, pionnière de la sitcom apparue au début des années 50, ou bien encore le Cosby Show, immense succès des 80s, ou encore la plus grande sitcom de tous les temps, Friends. I'm not great at the advice. Can I interest you in a sarcastic comment? Some cheese. Enfin, on a la dramatique, aussi dénommée anthologie. Ce genre a malheureusement eu une durée de vie assez courte, même si son ambition était tout de même notable et que c'était pour moi le genre le plus intéressant. On s'en rend compte en visionnant l'un des premiers programmes diffusés, c'était le 7 mai 1947 et ça s'appelait Kraft Television Theater. Extrait. We'll be back in a moment with the third act of Keep Our Honor Bright, with an all-star cast headed by Michael Higgins, Joan Potter, Larry Fletcher and James Dean. La série a révélé pléthore d'acteurs et réalisateurs qui deviendront plus tard des grandes stars du cinéma. James Dean, Grace Kelly, Anthony Perkins, Paul Newman, Robert Altman, Sidney Lumet, j'en passe, et des meilleurs. On sent clairement une inspiration théâtrale dès le départ, mais avec les années, le genre anthologique prend une forme de plus en plus cinématographique, avec des séries plus ambitieuses, dirigées par des grands réalisateurs. Je pense notamment à Alfred Hitchcock Présente, qui comme son nom l'indique, est présenté par Fabien Antoniente. Mais vous êtes qui vous? Mais cassez-vous de mon plan! Oui, c'est bon, oh. Merde! Tu n'as pas de goût en plus là, hein? Mais trêve de baliverne. On approche les 10 minutes de vidéo et je n'ai toujours pas abordé ce pourquoi vous êtes devant votre écran aujourd'hui, à savoir Breaking Bad.
Breaking Bad est une grande aventure. Elle a d'ailleurs mal commencé. La série télé, on l'a dit tout à l'heure, n'avait à l'origine pas vocation de faire du cinéma, mais portée par de nombreuses innovations techniques et narratives, elle s'est affranchie de toutes ces idées pour créer des œuvres mémorables pour le public et pour la critique, à l'image de Twin Peaks ou encore Les Sopranos, ça c'est à voir d'ailleurs. Breaking Bad arrive donc dans ce contexte, où des créateurs de séries s'impliquent de plus en plus dans le processus créatif des œuvres, c'est le cas de Vince Gilligan. Au moment où il crée Breaking Bad, Vince Gilligan est un bouc qui a déjà prouvé qu'il était un scénariste hors pair, notamment dans les années 90 et son travail sur X-Files, une série dont il était à la base un fan. Il a peu à peu pris beaucoup de place dans le processus créatif de la série jusqu'à en devenir un des producteurs. Mais lorsque X-Files prend fin en 2002, Gilligan peine à se renouveler et écrit assez peu. En fait, il mûrit depuis quelques temps une série dans laquelle le héros principal serait un gars banal qui devient un vrai bad guy, antagoniste. L'idée, bien qu'originale, effraie de nombreux producteurs et Vince commence à se décourager. Mais il continue d'écrire son projet parce que il est sûr de son truc, faites-lui confiance putain. Et puis un jour, il le sent. Son projet est prêt à être concrétisé. Son œuvre est prête. Il prend son courage à deux mains et se décide une nouvelle fois d'aller présenter son projet. Il arrive dans les bureaux de la chaîne FX qui lui ont commandé un pilote de la série et c'est bien sûr un non. La chaîne expliquera plus tard avoir voulu privilégier les séries Nip Tuck et The Shield. Bah, faut les comprendre, c'est vachement cool The Shield. Non mais vous pouvez vous taire en fait. Non mais c'est vrai, regardez un extrait là. Perché, mano, perché? Who's gonna pay now, huh? Who's gonna pay? Mais pas de panique, il retente sa chance une dernière fois auprès d'AMC. La série aura alors pour titre Breaking Bad et se passera en Californie, dans l'état du cinéma par excellence. Et ben non, du coup encore une fois, la Californie étant beaucoup trop chère, Vince a décidé de recentraliser l'intrigue de la série à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et ce choix fait payant de fou. Ça donne une identité tellement singulière à Breaking Bad, le choix est parfait. Maintenant que les présentations sont faites, Breaking Bad, c'est si bien que ça? Ah oui, 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 oui. Absolument. Vous voyez, je suis pas le seul à le penser. Pour vous résumer un petit peu mon avis général de la série et pour convaincre les plus récalcitrants à la voir, voici mon review de Breaking Bad. C'est connu en général de tous, même pour les néophytes, mais voici tout de même un petit résumé de ce qu'est Breaking Bad. Walter White est un professeur de chimie dans un lycée d'Albuquerque. Il a une femme, Skyler, un fils, Walter Jr., atteint d'une infirmité motrice cérébrale. Il a également un beau-frère, Hank, un agent de la DEA, qui est donc marié à la sœur de la femme de Walt, Mary. Vous me suivez ? On continue. Dès les premières minutes de la série, on apprend que ce bon Walter White est atteint d'un cancer du poumon, à un stade très avancé. Cette bien triste nouvelle va provoquer des péripéties, jusqu'à que Walter fasse la rencontre d'un de ses anciens élèves, Jesse Pinkman, un petit dealer sans grande envergure. Cette rencontre va littéralement faire des étincelles. Walter et Jesse vont se lancer dans la fabrication et la vente de méthamphétamine. Les contacts de Jesse avec les camés d'Albuquerque et la virtuosité de Walt dans la préparation de la meth, qu'il parvient à rendre pure à 98%, le duo va réussir à acquérir une sacrée réputation dans l'état du Nouveau-Mexique. Mais bien évidemment, Breaking Bad, ce n'est pas aussi simple que ça. Passons maintenant à l'analyse de quelques personnages qui m'ont le plus marqué. Raph, balance le top 5. Walton could tip it. Bryant with the save. Oh, you gotta get a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Autant pour la vidéo sur le bossu, mon top 5 était déjà bien établi dans ma tête. Autant là, c'était très compliqué à en établir un, vu la complexité et la richesse de personnages que propose Breaking Bad, qui est un véritable univers. Entre Breaking Bad, son film El Camino qui prend place juste après la fin de la série, et son excellent spin-off Better Call Saul, il a plus d'une centaine de personnages plus ou moins importants qui sont mis à l'écran. Pour faire ce top, je me suis donc limité à Breaking Bad, parce que sinon j'allais jamais m'en sortir. Par contre, je me suis accordé quelques mentions honorables, et on va en parler maintenant. Et pour débuter ces mentions honorables, parlons quelques instants de Omar. Omar est un personnage que je trouve un peu sous-coté. Il n'apparaît pas dans Breaking Bad, mais apparaît dans Better Call Saul, dans les tout premiers épisodes. Son temps de présence est minime, mais je trouve son personnage important dans l'évolution de Saul. C'est un personnage fidèle, honnête et compétent. Malheureusement, il ne s'est pas inscrit dans la durée et on le voit que quelques minutes avant qu'il ne disparaisse. Mais je voulais quand même en parler parce qu'il est important de le reconsidérer. Et puis peut-être qu'il réapparaîtra, sait-on jamais.
No more half measures, Walter. C'est un personnage profondément important pour l'univers de Breaking Bad. Homme de main de Gus Fring, Mike est un ancien flic et manie bien les armes et est d'une grande discrétion. À ses débuts, dans l'épisode 13 de la saison 2, Mike m'apparaît comme un homme sans cœur, programmé pour tuer. Il se révèle au fil des épisodes comme l'un des personnages les plus humains, fidèles et attachants de tout l'univers Breaking Badien. J'aurais pu l'inclure dans le top, mais je devais faire des choix. Let's just say, I know a guy who knows a guy. Il aurait pu être plus haut dans ce classement déjà de par son importance scénaristique, mais les autres personnages de ce top me paraissent plus mémorables. Et puis c'est mon top 5, donc laissez-moi tranquille, bon Dieu! Jimmy McGill, plus connu sous le pseudonyme de Saul Goodman, est un avocat complètement véreux. Il apparaît pour la première fois dans l'épisode 8 de la saison 2 de Breaking Bad. Superbement interprété par Bob Odenkirk, Goodman est un personnage déjanté, malin et que tous les fans de Breaking Bad adulent, moi compris. C'est à la fois l'avocat de Walt, de sa femme Skyler, de Jesse, mais fréquente aussi Mike. Le fait d'être lié à tous les personnages importants de Breaking Bad donne à Goodman une dimension omnisciente. On a l'impression qu'il est une pièce maîtresse de la série, mais qu'il est constamment en retrait par rapport à l'intrigue générale. Il finit toujours par pointer le bout de son nez lorsqu'un dénouement approche. Il a un véritable pouvoir dans cet univers, et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Better Call Saul lui est entièrement consacré. You're goddamn right. Oui, Walter White est 4e de ce top. C'est un personnage complexe. Walter est constamment tiraillé entre le bien, le mal, sa famille, son profit. C'est exactement le type de personnage que je qualifie de non manichéen, car il n'entre dans aucune case. C'est bien sûr le personnage principal, mais il me semble que ce n'est pas forcément le cas tout au long de la série. À un moment donné, un virage est donné à l'univers, et Walter est moins en avant dans ce que veut montrer Breaking Bad. L'acteur Bryan Cranston est magistral, complètement habité par son rôle, donnant ainsi une vraie ampleur à l'ambiance générale. Walter est un homme dépassé par la tournure des événements, mais contrairement à un homme ayant encore un peu de raison, il ne fait rien pour arranger les choses. Il est drogué à l'adrénaline. Quand on pense qu'à la base, Vince Gilligan n'avait pas pensé à Cranston, il pensait donner le rôle à John Cusack, on se demande ce qu'aurait été Breaking Bad avec un acteur différent. Et là vous allez me dire, oui, si Walter White est 4e, tu vas mettre qui sur le podium? Pas Skyler quand même. Eh ben... My life back. Alors on va être clair. Les gens qui détestent Skyler jusqu'à aller envoyer des lettres de menace à Nagoon, l'interprète de Skyler, je leur pisse au cul. Vous êtes vraiment des merdes infâmes. Voilà, ça c'est dit. Plus sérieusement, Skyler est un personnage fascinant. C'est le miroir de Walter qui préfère emprunter un chemin contraire à ses principes plutôt que de perdre la face devant sa famille. En soi, c'est peut-être le personnage le plus humain parce qu'elle est viscéralement opposée aux agissements de Walt, mais en même temps ne peut se résoudre à le dénoncer. Skyler questionne sur la nature humaine, sur ses choix et ses failles. Qui parmi vous aurait dénoncé Walter? Qui l'aurait couvert? Personne ne peut réellement répondre. Ses choix sont, qu'on le veuille ou non, profondément humains car il navigue entre le rationnel et le passionnel. À tous les fans de l'univers Breaking Bad et à ceux qui détestent Skyler, je vous invite vraiment à la redécouvrir, à se mettre à sa place et à se dire qu'est-ce que j'aurais fait moi, réellement. Yeah, bitch! Selon une théorie, validée par moi-même, chaque série a son personnage pépite. Qu'est-ce qu'un personnage pépite? Eh bien on va le savoir maintenant. Un personnage pépite est à l'image de Quasimodo dans le bossu ou de Perceval dans Kaamelott, un personnage que personne ne peut détester. Ouais, c'est pas faux. Souvent en raison de ses agissements ou de la personnalité de ce dernier. Bien évidemment, le personnage pépite de Breaking Bad est sans aucun doute Jesse. Yeah, Mr. White. Yes, science. Et pourtant, les prémices du personnage joué par Aaron Paul ne commençaient pas sur les meilleures bases. Jesse était un jeune dealer, sans repère, en conflit avec sa famille. Il vivait de petits trafics et avait le don, faut se l'avouer, de se foutre dans les pires emmerdes. Mais les événements auxquels Jesse va assister vont le toucher profondément. Il va être au fil des saisons submergé par ses émotions et va par conséquent changer sa façon de voir les choses. Son allure et sa mentalité, qui vont peu à peu muer, montrent son évolution constante. Pour la petite histoire, Jesse est un personnage secondaire dans l'intrigue originelle, mais la performance de Paul et son feeling avec Cranston a convaincu Gilligan de faire perdurer Jesse pour en faire un des personnages principaux. Et quel personnage! Jesse est un personnage fabuleux et est pour moi l'un des meilleurs personnages, toutes séries confondues. My name is Asax Schrader. You can go fuck yourself. Et là c'est la surprise. Aucun Gus Fring à l'horizon. Et pour cause, Hank Schrader est mon personnage préféré. Là, pour le coup, on est vraiment dans le manichéen, en plein dedans. Hank, c'est le flic de l'histoire. Un homme droit qui mène une lutte acharnée pour la vérité. Parfait contraire de son beau-frère Walt, Hank est le chef de la DEA, accompagné de son collègue et ami Steve Gomez. Il apparaît pour la première fois au tout début de la série, dans le premier épisode. Il vit donc cette histoire du début à la fin, avec une conviction et une foi envers la justice qui demeurera intacte jusque dans les ultimes minutes de la série. Hank est malin, fidèle, mais par-dessus tout, un excellent flic. C'est aussi un beauf, et moi les beaufs, j'adore ça. On n'avait pas remarqué
Plus sérieusement, j'ai toujours considéré Hank comme un personnage hors circuit, qui prenait l'histoire que nous racontait Gilligan par une autre extrémité. Il est toujours proche de découvrir la vérité, et posera de sérieux problèmes à chaque protagoniste, et notamment à Walter. Hank c'est pour moi l'élément central de la série, puisqu'il gravite constamment autour de tous les personnages importants, Jesse, Skyler, Gus, les Salamanca, et bien sûr, Walt. A guy opens his door and gets shot, and you think you're out of me? No. I am the one who knocks. Sans Hank, la vie de Walt aurait été beaucoup plus simple. Il ne manque donc plus que vous découvriez ce personnage à votre tour. Mais je le maintiens, Breaking Bad est l'œuvre la plus aboutie que j'ai pu voir. Je pense que peu d'œuvres sont capables de marquer des gens si durablement. Et c'est une fin de vidéo, merci à tous de l'avoir regardé jusqu'ici. Cette vidéo me tenait particulièrement à cœur et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si vous aussi Breaking Bad vous a laissé un bon souvenir, dites-moi en commentaire quel moment de la série vous a le plus marqué. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Pour finir, je vous invite à me rejoindre sur Insta pour avoir des infos sur les prochaines sorties et pour plein d'autres choses. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt, bye bye. Bon. T'es qui, mec? Pour toi, ce sera Antonio. Ok. Et tu te balades souvent comme ça, là? J'aime faire des entrées à marquer. Les gens se souviennent de moi à chaque fois. Ah bah oui, c'est sûr. Et dans la vie, tu fais quoi concrètement? T'es quelqu'un d'intelligent, Dono. Je te laisse lire la carte. Surtout, n'hésite pas. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Doc, je pense que je vais avoir encore besoin de vous. Putain, c'est bon ça. Faut en faire une. T'en fais une? Une dernière, ouais. J'en fais une dernière. T'as vu la... T'as vu la D? Comment la D? Pardon, allez, tu t'en Non mais putain, j'ai coupé la D dans Game of Thrones, faut que je l'enlève. Faut que je l'enlève. Le dragon.